Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et civilisation. Collection dirigée par Jean Nadal. L'histoire de la découverte de la psychanalyse témoigne que démarches cliniques et théories issues de champs voisins ont concouru, par étayage réciproque, à élaborer le concept d'inconscient, à éclairer les rapports entre pathologie et société et à reconsidérer les liens entre le malaise du sujet singulier et celui de la civilisation. Dans cette perspective, la collection Psychanalyse et civilisation tente à promouvoir cette ouverture nécessaire pour maintenir en éveil la créativité que Freud y a trouvée pour étayer, repenser et élargir la théorie. Ouverture indispensable aussi pour éviter l'enfermement dans une attitude solipsiste, qui, en voulant protéger un territoire et préserver une identité, coupe en réalité la recherche psychanalytique de ses racines les plus profondes. Dernière parution. Isaac Salem et Philippe Vallondir, La maltraitance, une des figures du traumatisme. Traitement psychanalytique par le psychodrame des patients traumatisés, 2021. Jean-Michel Porret, Les régressions intrapsychiques. Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique, 2020. Albert Ledorz, Homme animalisé ou animal humanisé, 2020. Jean Broustra, Détestation de mots. Mots intrigants et quelques amours, 2020. Alain Lefebvre, Psychanalyse critique de la destinée, du théâtre antique à l'inconscient, 2019. Louis Moreau de Bélin, D'un sens l'autre, le sacré profane et l'entre-nous, 2019. Uria Sarantes, La cité des dames, enquête sur les relations entre la psychanalyse et les féminismes, 2019. Martine Reca-Dir, Salomon Renick, un psychanalyse à l'écoute de la folie, 2019. Saverio Tomasella, La subjectivité face au désastre, subjectivation et catastrophe, 2018. Jean Broustra, Psychose et langage. Scène psychothérapique du dire, 2018. Michel Basse, Mort de la clinique. Analyse de la fracture du système de santé, 2018. Jean Nadal, La pulsion de peindre. La toile et son inconscient, 2018. For-Hélène Holwez. Une bonne partie de ce volume n'existerait sans l'aide efficace, toujours accompagnée d'un sourire, des bibliothécaires de la Waldo Library, Western Michigan University Kalamazoo Mi. À eux mes remerciements. Introduction. Existe et homem humano. Travessia. João Guimarães Rosa. Le champ des sciences dites humaines s'est caractérisé depuis son émergence au XIXe siècle comme un champ problématique, non seulement en ce qui concerne la définition de ces objets. Par exemple, quelle est la frontière entre l'humain et le non-humain ? Qu'est-ce qu'est déterminé ? Et qu'est-ce que résulte de la créativité, de la nécessité ou du simple hasard concernant les humains ? Mais également, et peut-être surtout, en ce qui concerne ces méthodes. Comment s'assurer de l'objectivité, et par là de la valeur de vérité et de scientificité, ainsi que de l'utilité ou l'efficacité des projets ou des actions fondées sur ce savoir, des connaissances compte tenu du fait que sujet et objet de connaissance sont les mêmes ? Ces problèmes d'objets et de méthodes dans les sciences dites humaines n'ont pas trouvé, et probablement ne peuvent pas trouver, une formulation et moins encore une réponse définitive. Il en résulte que les élaborations de ces savoirs sont inséparables de l'interrogation sur leurs objets et sur leurs méthodes d'approche. Dans les années d'après-guerre, en France, s'est imposé le structuralisme avec lequel Lévi-Strauss a donné une nouvelle impulsion à l'ethnologie s'inspirant des concepts, méthodes et procédés linguistiques élaborés principalement par Saussure et Jacobson. Concepts, méthodes et procédés qui ont été rapidement élargis et transférés vers d'autres domaines, de la théorie littéraire à la théorie critique en passant par la philosophie, la psychanalyse et le marxisme. Le linguistic turn semble avoir réveillé et nourri l'espoir d'une unification de l'objet et de la méthode dans le champ des sciences dites humaines. On ne peut pas nier que l'espoir s'est concrétisé d'une certaine manière, si l'on considère la production intellectuelle désignée aujourd'hui sous le nom de theory, surtout en Amérique, mais dont le style se répand un peu partout dans les milieux universitaires. Paradoxalement, cette généralisation d'une approche multidisciplinaire tend à multiplier en même temps les méthodes et les objets dont la particularité gagne des dimensions franchement globalisantes, parfois sous l'appellation de narrative. Ainsi, à titre d'exemple,
les études postcoloniales, l'éco-critique ou la CLIFI n'hésitent pas à s'élaborer comme critique générale de la culture. Cela est sans doute un des effets éloignés de la vague structuraliste et de la mise au centre de l'attention du langage et de la représentation, une condition que les humains ne sauraient dépasser. Un gain franchement positif à plusieurs égards de cette évolution est la mise en valeur de l'interdisciplinarité comprise moins comme une addition de savoir propre à telle ou telle discipline, mais au sens d'un brouillage des frontières qui met en avant la complexité des objets et la relativité des approches. L'horizon se laisse entrevoir d'une anthropologie non pas comme une discipline, mais comme champ ouvert et multiple d'interrogations. L'illusion semble finie d'une synthèse ou d'une théorie englobant ou fondant toutes les autres, comme le marxisme, la psychanalyse ou la sociologie, laissant la place à une joyeuse dispersion que certains n'hésitent pas à désigner comme pagaille car il n'y a plus de paradigme, de critères ou de repères universels. Il n'est pas exclu que la présence grandissante des femmes et les effets des féminismes au sein des universités aient contribué aussi à ce développement. Dès ses premiers mouvements, l'installation du structuralisme en France a été accompagnée, enrichie et problématisée par des critiques qu'on a eu tendance à désigner, plus tard, du terme facile de post-structuralisme, voire postmodernisme, des termes dont l'emploi est récurrent davantage dans le débat universitaire et culturel américain même si les sources sont françaises. Si la prévalence de l'approche structuraliste dans la production de connaissances en sciences humaines n'a jamais permis ou trouvé une définition univoque et consensuelle des concepts et méthodes structuralistes, et cela malgré la reconnaissance d'une dette commune à l'égard des linguistes, il est encore plus curieux que certains auteurs classés couramment comme structuralistes ne se sont jamais reconnus dans une telle étiquette et ont rapidement été désignés comme appartenant au post-structuralisme, étiquette dans laquelle ils ne se sont pas reconnus non plus. Il est vrai que les étiquettes sont le plus souvent des facilités, qui font l'économie de l'analyse et de la réflexion. Ainsi, à titre d'exemple, ceux que les Américains ont réunis sous l'expression Gang of Four, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan et Michel Foucault. Les deux derniers semblent autoriser du moins jusqu'à un certain moment, et peut-être en même temps, une lecture structuraliste et post-structuraliste de leurs travaux. Pour Foucault, une rupture semble se manifester clairement après Les mots et les choses, 1966, et s'affirmer avec l'ordre du discours, 1971. Pour Lacan, la question est plus complexe, même si l'on ne prend en compte que les premières années du retour à Freud. Chez Foucault, l'archéologie se mute en généalogie, un ethical turn qui serait peut-être même mieux désigné comme political turn, dans la mesure où l'analyse critique porte sur les fonctions d'exclusion, Foucault 1971, page 63, sur les instances de contrôle discursif, Foucault 1971, page 67, inséparable de l'entreprise généalogique qui étudie la formation des discours. Chez Lacan, l'inspiration structuraliste reçue des travaux des linguistes et de Lévi-Strauss, tout particulièrement les structures élémentaires de la parenté 1949, est inséparable d'une réflexion approfondie des analyses phénoménologiques et d'une herméneutique de l'intersubjectivité d'inspiration heideggerienne ainsi que de la dialectique hegelienne. Parmi les auteurs critiques des structuralismes, il y a d'abord ceux qui se réclament de l'herméneutique d'inspiration husserlienne, par exemple, Paul Ricoeur, mais aussi les projets philosophiques indépendants tels que celui de Deleuze, de Lyotard ou de Derrida principalement. Il n'est pas à exclure chez ces derniers une relecture de Nietzsche. Or, il semble évident que l'ensemble ci-dessus d'affirmations et remarques pêche par la superficialité résultant de l'usage hâtif de catégories qui demandent des éclairages. Un examen plus détaillé et exigeant de la plupart d'entre elles montrerait soit leur fausseté, soit leur manque de nuance. La distinction entre structuraliste et post-structuraliste, que certains ne distinguent pas des postmodernes par ailleurs, tombe facilement sous la rubrique du prêt-à-penser. Cependant, si je m'en sers ici, c'est pour introduire et délimiter provisoirement le cadre d'une interrogation concernant une partie de ceux qui se réclament de l'héritage lacanien et par conséquent, qui prétendent assurer l'avenir de la psychanalyse, au moins en France. Cette interrogation, je l'ai abordée directement dans un écrit antérieur, Arantes 2019, où il était question des rapports entre la psychanalyse et les féminismes. Au long de cet écrit, j'ai laissé à l'horizon la question des fondements d'un certain structuralisme psychanalytique en jeu dans la distinction entre structure descriptive et structure normative,
une distinction qui ne semble pas constituer un problème théorique ou clinique pour une large part des héritiers de Lacan. À lire ou à entendre ces héritiers, deux questions commencent à se formuler. 1. Comment se fait-il que les lacaniens, au contraire de ce que Lacan a produit au contact avec les textes freudiens, n'examinent pas critiquement les présupposés et les concepts opérant dans l'enseignement, dans la clinique et dans la théorie du maître? Ne se contentent-ils pas ainsi de survivre grâce au profit de l'héritage, c'est-à-dire d'enrichir les concepts avec des nouvelles combinatoires ou d'expliquer à l'infini les formalisations, comme font souvent les héritiers paresseux, voire repus, qui se complaisent d'un tour de propriétaire sans jamais s'inquiéter des frontières de la propriété et de ce qui les soutient ou les justifie? Assumer passivement un héritage, vivre de ses acquis n'est pas une façon de le dilapider? Sans parler des âpres disputes sur la légitimité des héritiers, qui semblent avoir débouché sur une sorte d'indifférence dans laquelle chaque groupe d'héritiers fait semblant d'ignorer les autres à force de prétendre être le seul héritier légitime, ou légal. 2. Un effet de cet enfermement dans un espace théorique considéré comme acquis, encore une fois à l'opposé de la visée de Lacan et de Freud, ne révèle-t-il pas ou n'occulte-t-il pas la croyance ou le préjugé selon lequel tout ce qui n'est pas maîtrisé par les concepts disponibles annonce une catastrophe? N'inverse-t-il pas ainsi la voie propre de l'invention psychanalytique en tant que clinique et théorie? Une voie qui a consisté à partir de ce qui se donne comme souffrance, comme symptôme ou comme pathologie pour comprendre le fonctionnement normal de la vie psychique? En effet, les psychanalystes lacaniens semblent le plus souvent ne pas vouloir prendre le risque de se laisser surprendre par la nouveauté et préfèrent s'appuyer sur les structures élaborées, acquises et transmises par le maître comme des critères pour juger de la santé psychique, la normalité, de l'époque et du sujet contemporain. Ne sont-ils pas sur le point de rater le train des transformations de la subjectivité et du lien social contemporain, par crainte du risque de les prendre en marche? Ne compromettent-ils alors l'avenir même de la psychanalyse? Ce n'est pas tout. Dans les présentations de cas, on entend souvent la proposition que tel ou tel symptôme, acte ou réponse du patient serait un effet de structure, expression indiquant un phénomène qui serait donc de l'ordre de la nécessité et de l'universalisable, et non pas une simple contingence ou particularité dans le cadre symptomatique d'un sujet. L'expression courante passe sous silence une interrogation. Le mot effet a-t-il pris la place du mot cause, et implique ainsi que le rapport entre la structure et l'effet n'est pas celui du lien logique de la prédiction, de la déduction nécessaire entre deux termes, mais celui assez incertain et flou de l'occurrence du second à partir de la présence du premier? Ce qui voudrait dire que B est rattachable à A, son mode de production serait prévu en A comme une occurrence possible, mais aussi qu'étant donné B il est possible de remonter à A. La relation de structure à effet ou événement est-elle incertaine? Si l'effet manifeste ou effectue la structure, épuise-t-il les possibilités que la structure comprend, articule et rend pensables? En d'autres mots, la structure est-elle prédictive? Toute déduction, du type de l'universel au particulier, de l'effet à partir de la structure, est-il possible si la structure ne représente que les règles formelles de la combinaison d'éléments et des effets possibles de leur combinaison? La structure ne serait-elle qu'une syntaxe? Ne serait-il pas nécessaire d'inverser les termes de la question et poser la structure à partir de l'événement, comme un effet possible, conjectural, de l'événement, mais situé dans un autre registre? En d'autres termes, la connaissance toujours partielle et provisoire des structures, puisqu'on n'y accède qu'à partir des effets qui sont par définition innombrables et imprévisibles, ne semble pas permettre la prédiction de ces réalisations ou manifestations, moins encore, par la même raison, une politique de prévention. Néanmoins, la construction de structures rend possible la transmission de la connaissance dans un domaine déterminé, ainsi qu'une double perspective de l'action. D'un côté la saisie d'une occurrence singulière comme effet d'une structure, de l'autre ses possibilités de généralisation, dans les deux cas au risque d'effacer sa singularité. Il semblerait ainsi clair qu'une connaissance s'articulant en termes de structure et d'effet de structure, ou événement, ne peut se concevoir que comme work in progress avec prévalence de l'événement singulier. Il y aurait mise à l'épreuve respective et sans terme de la relation entre l'événement et la structure, prise comme effet possible de l'événement. Ce qui tend à faire de la théorie psychanalytique un savoir ni déductif, ni inductif, mais un savoir abductif.
et de la clinique une pratique comparable à celle de l'artiste et du travail de la fiction. Il y a la place pour un questionnement des rapports reconnus et longuement exploités depuis Freud, entre la théorie et la clinique psychanalytique et la littérature. Mais aussi place pour interroger la critique ou la théorie littéraire, en passant par la notion essentielle d'analyse. Un autre aspect est que le rapport entre structure et événement, ou l'inverse, donne à penser et à connaître plutôt le comment, en excluant le pourquoi, et qu'en tant qu'explication du comment le rapport ne saurait autoriser des conclusions sur la normalité, ou sur un devoir-être. Autrement dit, l'événement ne se laisse pas juger à partir de la structure ni celle-ci à partir de celui-là. Les rapports entre l'un et l'autre ne sont pas directs ou transparents. Le structuralisme tente à expliquer ce qui est en termes de comment il l'est, et laisse ainsi entrevoir d'autres possibilités d'être. Il explique comment, et non pas pourquoi, ce qui est venu à être en mettant en lumière les règles qui ont permis la formation de cette séquence singulière. Et par là il révèle que ces mêmes règles comportent la possibilité d'autres séquences, sans qu'il y ait une qui impose ou qui s'impose comme supérieure dans une hiérarchie de valeurs. C'est ainsi que l'ethnologie structuraliste de Lévi-Strauss a mis un terme à l'ethnocentrisme au profit d'un relativisme culturel fondé sur les différences non hiérarchisables. La psychanalyse lacanienne a mis en déroute la centralité du moi et de la conscience dont elle a montré le caractère et la construction imaginaire, en révélant par là la prévalence de l'inconscient. À la place des rapports nécessaires, univoques et universels, le structuralisme a mis en avant le jeu comme combinatoire des éléments d'un domaine. Mais s'il y a des jeux, il y a des règles et s'il y a des règles, cela implique que le jeu a des limites. Le nombre d'éléments d'un domaine est limité. Un nombre illimité rendrait impossible la constitution d'un domaine et de ses structures, et également les règles de sélection et de combinaison. Un jeu sans règles n'est pas vraiment un jeu, mais le pur hasard, dont aucune connaissance n'est possible. C'est la raison pour laquelle le structuralisme prend son modèle, son idéal, dans la linguistique et en particulier dans la phonologie, un nombre limité d'éléments et des règles de combinaison des éléments, mais la possibilité d'émettre toujours de nouvelles significations. C'est que les règles sont formelles, celles de la langue, tandis que les effectuations combinatoires sont des significations, celles de la parole. Les deux registres ont certainement des rapports, mais leur nature diffère. Si le structuralisme dans le champ des sciences dites humaines ne peut pas abandonner la question de la signification et du sens pour se consacrer entièrement aux règles combinatoires, comme le font les mathématiques et grâce à la mathématisation, les sciences de la nature, en obéissance aux exigences structuralistes, les sciences humaines sont amenées à réduire le champ des significations à celui des syntaxes, et à faire du sens l'effet d'une séquence combinatoire. Pour la psychanalyse lacanienne, cela semble s'être traduit par le renoncement à considérer la nature humaine. Une essence universelle, la raison par exemple, présente dans la totalité des humains particuliers comme différence spécifique, au profit d'une condition humaine, ensemble de règles et d'articulations déterminant formellement l'humanité des humains, la mort et la condition d'être parlant par exemple. Par là, les facultés ou capacités deviennent des fonctions. Cette question mérite d'être approfondie, car à entendre ou à lire les héritiers de Lacan, la question se pose de savoir si cela a suffi pour neutraliser toute tentation normative et l'affirmation d'une normalité ou d'un devoir-être. Et si la tentation demeure et ne peut peut-être pas être écartée, car la psychanalyse n'est pas seulement une théorie, elle a aussi une visée thérapeutique, de quelle norme s'agirait-il ? Quelle expression donne-t-elle à sa force impérative ? Qu'en est-il alors de la technique psychanalytique ? Pour résumer un peu brutalement la question adressée aux psychanalystes, une structure est-elle une norme, un devoir-être ou un champ ouvert mais non pas infini de possibilités ? Ou dans une formulation plus radicale, qu'est-ce qu'analyser ? Répondre ou compliquer ces questions impose un long détour qui m'amène à rouvrir la question complexe des rapports entre la psychanalyse et la fiction littéraire. La notion de structure en psychanalyse est le fil rouge de l'essai, mais je l'aborde par le biais de l'intérêt qui porte la psychanalyse à la littérature, surtout à la production de fiction littéraire. Cet acte, est-il analysable psychanalytiquement ? De quel acte parle-t-on ? De l'acte d'écrire ? De l'acte de lire ? De l'un par rapport à l'autre ?
Qu'est-ce que la littérature apporte à la psychanalyse ou celle-ci à celle-là? L'enjeu majeur est l'avenir de la psychanalyse, voire de la psychanalyse à venir, en opposition aux prémices et promesses des discours psychanalytiques apocalyptiques, mais également à l'écart du retrait frileux d'autres analystes dans l'espace quotidien de leur clinique. Il semble important alors de revoir certains textes de Freud en rapport direct ou indirect avec la littérature, ainsi qu'au premier texte lacanien du Retour à Freud, qui semble trouver une sorte de synthèse ou de condensation graphique dans le schéma L. Il y a certainement d'autres mouvements envers la littérature chez Lacan plus tard. Dans un premier moment, Lacan a donné une place privilégiée au séminaire sur la lettre volée ou comme l'avait fait avant Freud, Lacan fait appel à une œuvre de fiction pour illustrer sa thèse fondatrice sur la détermination du signifiant. Sa lecture du Conte de Pau a été fortement contestée par Derrida, et la polémique qui n'a pas eu lieu a néanmoins ouvert une nouvelle voie, en Amérique, à ce qu'on désigne comme critique littéraire, à distinguer de la théorie littéraire même si la distinction n'est pas toujours évidente. Il convient d'examiner la critique de Derrida, à laquelle ni Lacan ni aucun de ses disciples n'a jamais répondu directement. Pour préparer cette reprise, je me propose d'examiner les notions de structure et de fiction, car un fil important dans la polémique, quoique peut-être peu visible à première vue, est la question des rapports entre la psychanalyse, la vérité et la fiction en général, qui ne se confond avec l'imaginaire lacanien. Si ces questions occupent peu de place dans la bibliographie française pertinente, on ne peut pas dire la même chose de la bibliographie américaine. Il est évident que les départements de français et de littérature dans les universités américaines jouissent d'un prestige sans pareil en France. C'est de là par ailleurs qu'y s'est développée l'activité intellectuelle interdisciplinaire, et non genrée, appelée Sciori. Comme il n'est pas question seulement de revenir et de reconstruire ou évaluer une polémique, mais de revisiter la question des rapports entre la psychanalyse et la littérature, je propose au lecteur une lecture de The Scarlet Letter, de Nathaniel Hawthorne, 1850, qui présente d'emblée une thématique susceptible de se rapprocher du Conte de Pau, mais surtout qui peut ouvrir la voie à la question technique de la lecture et de l'analyse, à même d'être confrontée à celle mise à L'. Œuvre dans la polémique Lacan-Derrida. Si les notions de structure et de fiction sont ici au cœur de l'interrogation, il s'agit moins d'un essai d'éclairage conceptuel que d'une réflexion inscrite dans l'espace de la complication entre la clinique et la théorie, entre la création littéraire et la fiction ou entre l'analyse et l'expérience de la lecture. Les résultats importent, mais moins que les paysages et horizons entreaperçus pendant le trajet. Car ils ouvriront peut-être d'autres perspectives. Note sur la méthodologie. Si la méthode est un chemin, une voie d'accès ou de production de buts et résultats, il convient de justifier la méthodologie que j'applique, au moins de m'en expliquer pour que le lecteur puisse saisir l'intérêt et la portée des éventuels résultats ainsi que la forme générale de l'essai. Le but ici, comme je l'ai déjà dit, est l'examen critique de la notion de structure et de sa prétention à garantir le statut de science à la psychanalyse, ce qui constitue le projet lacanien de Retour à Freud. Ce projet est approché par le biais des rapports entre la psychanalyse et la fiction littéraire, une dimension déjà très importante pour Freud et qui, à ma connaissance, aucun psychanalyste, quelle que soit son orientation, ne semble ignorer par la suite. Comme si la fiction était un défi permanent pour la clinique et la théorie psychanalytique. Au lieu d'une approche historique qui amènerait à organiser les contenus selon une chronologie allant de Freud à Lacan, j'ai préféré tourner autour du différend entre Derrida et Lacan, une controverse qu'en réalité n'a pas eu lieu, à propos de l'interprétation de la lettre volée de Pau et élaborer deux notions qui me semblent fondamentales et pour la psychanalyse et pour la littérature, la fiction et la structure. Les deux premiers chapitres préparent le retour au différend entre Lacan et Derrida, qui ne semble pas avoir reçu l'attention nécessaire de la part des analystes français, mais un peu plus de réflexion de la part des critiques littéraires américains. L'analyse du différend ouvre la question plus générale de l'intérêt de la critique littéraire d'orientation psychanalytique qui occupe le chapitre 4 et propose une approche de The Scarlet Letter, de Hawthorne, comme une sorte de expérimentation des principes énoncés. Aucun effort systématique dans le viseur, aucun effort pour déterminer une fois pour toutes définition conceptuelle ou méthode de lecture.
mais des rencontres, des analogies, de paysages entrevus. Le terme qui me vient à l'esprit est celui de randonnée au sens d'une longue promenade ininterrompue et généralement circulaire. Ce n'est pas un parcours, car il y manque l'exhaustivité. Ce n'est pas un voyage, car on ne suit pas une route donnée. Course et excursion insistent sur la vitesse, le pèlerinage sur le but religieux, la marche sur l'empreinte que marque le pied. Tous ces termes suggèrent une sorte de cohérence que la randonnée met à mal, ou prend comme secondaire. Car dans la randonnée le but est souvent un retour au point de départ, mais par une voie qui passe par d'autres lieux. La randonnée favorise ainsi les rencontres dues au hasard. La valeur de hasard est restée en anglais, at random, celle de violence s'est effacée avec le temps, et l'arrêt contemplatif dans des points de vue d'où un paysage nouveau se laisse découvrir. La randonnée n'implique pas la vitesse, mais plutôt l'endurance, et son plaisir n'est pas celui de saisir la totalité d'un territoire, mais plutôt de traverser une multiplicité de points de vue différents et de rencontrer le point de départ sous une nouvelle lumière. Par là, la randonnée n'admet pas de conclusion ou de synthèse, elle reste toujours à recommencer. En ce sens, la randonnée est l'analogue sur le plan du mouvement dans l'espace, de l'essai sur le plan des mouvements de l'esprit. Cet essai est pour ainsi dire une randonnée, et elle sera satisfaisante si elle invitait les lecteurs à prendre les différentes rencontres et paysages entrevus comme autant d'autres points de départ possibles. Chapitre 1 : Le bricoleur, l'ingénieur et l'artiste. Reprenons l'opposition, nuancée, que propose Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, 1962, entre le bricoleur et l'ingénieur, une opposition qui se présente plutôt comme une différence entre deux modes de produire de la connaissance et d'orienter l'action productrice. Entre les deux figures, il y a une troisième, celle de l'artiste. Dans les trois cas et dans la description de ce qui les différencie, Lévi-Strauss ne s'intéresse pas à la question de la valeur, de la validité, de la vérité ou même d'une possible hiérarchie des moyens ou des résultats obtenus. Il insiste plutôt sur les modes spécifiques de procédé du bricoleur, de l'ingénieur ou de l'artiste dans la réalisation de leurs projets. Si les projets et les buts sont semblables, voire identiques, à savoir produire de la connaissance grâce à l'introduction de l'ordre dans le chaos du monde, et guider l'action, en adaptant ou créant un objet à la mesure du besoin ou du désir, les procédés techniques diffèrent irréductiblement. Ce que cherche Lévi-Strauss dans l'introduction à La pensée sauvage, c'est de montrer la persistance et la portée d'une science du concret, à savoir celle qui produit un certain type de découverte, celle qu'autorisait la nature à partir de l'organisation et de l'exploitation spéculative du monde sensible en tant que sensible. Lévi-Strauss, 1962, page 30, que l'on a eu tort de juger dépassée par les progrès du savant civilisé. Étant donné le poids de l'influence, par ailleurs non exclusive, de Lévi-Strauss sur les premiers pas du retour à Freud opéré par Lacan et l'intérêt manifeste de l'ethnologue pour la psychanalyse comme théorie et comme pratique de la cure, sans oublier l'extension ou le transfert de la notion de structure au champ des sciences humaines à partir de la linguistique où Lévi-Strauss a également puisé, la question n'est peut-être pas oisive de savoir dans laquelle des trois figures de la connaissance et de l'action se condense le savoir et la technique du psychanalyste. Mais aussi, et peut-être plus profondément, on peut s'interroger sur le structuralisme lacanien, sur le caractère spécifique de la notion de structure avec laquelle il opère le retour à Freud et qui va produire des effets théoriques et cliniques déterminants pour l'avenir de la psychanalyse en France. D'autant plus que si l'ethnologue ne vise principalement qu'à produire de la connaissance et à garantir sa validité, le psychanalyste ne saurait faire l'économie de la thérapeutique. Si Lévi-Strauss convoque la figure du bricoleur, explique-t-il, c'est parce que sa pratique, le bricolage, a un caractère mythopoïétique. C'est-à-dire que sur le plan spéculatif, la pensée mythique n'est pas sans analogie avec le bricolage sur le plan pratique. Lévi-Strauss, 1962, page 47. L'analogie avec la façon spécifique au bricoleur de produire un objet permet de saisir le mode propre de fonctionnement de la pensée mythique. Sur des plans certes différents, ils opèrent de la même façon en puisant dans un trésor d'éléments précontraints. Lévi-Strauss, 1962, page 33. Pour le bricoleur, ce trésor est constitué d'éléments disponibles accumulés selon le principe universel du « ça peut toujours servir ». Il s'agit donc d'un répertoire hétéroclite et limité d'éléments qui ont déjà connu un usage original ou des adaptations éventuelles à d'autres finalités.
Ce sont des résidus ou des bribes. Pour la pensée mythique, le trésor est constitué de paroles. Or, cela implique que chaque élément contient en lui et représente un ensemble de relations déjà effectuées, que chaque élément peut ainsi fonctionner comme un opérateur pour le bricoleur qui s'en sert à titre de matériel ou d'outil, pour accomplir de nouvelles tâches et réaliser d'autres finalités. Autant dire qu'il n'y a pas de rapport direct entre les éléments du répertoire et le projet à effectuer, que le bricoleur et la pensée mythique utilisent ce qu'ils ont déjà sous la main, en lui donnant une autre finalité. Autrement dit, pour le bricoleur et pour la pensée mythique, chaque élément du répertoire est entre le percept, lié à une situation concrète, et le concept, mis en suspens d'un projet particulier. Autant dire aussi que le répertoire du bricoleur peut être considéré comme un ensemble de signes tels que Saussure les a définis comme des entités qui combinent, selon un lien arbitraire, une image et un concept, un signifiant et un signifié avec pouvoir référentiel. Le signe est un être concret, matériel, qui comporte comme le concept, la référence à un objet. Pour le bricoleur comme pour la pensée mythique, l'univers environnant est composé de signifiants qu'il combine pour produire de nouveaux signifiés qui renvoient à la réalité. L'ingénieur s'attaque à la nature avec une autre stratégie de connaissance. Pour lui, chaque tâche implique l'obtention de matières premières et d'outils à la mesure des besoins de son projet. Ces moyens ne sont pas certainement illimités et, comme le bricoleur, il doit faire un inventaire de l'ensemble d'éléments déjà disponibles. Le procédé d'inventaire est donc commun au bricoleur et à l'ingénieur. Mais celui-ci, différemment du bricoleur, cherche à aller au-delà du trésor disponible grâce à des concepts qui fonctionnent comme des opérateurs d'ouverture des limites de l'ensemble, capables de l'élargir, de le renouveler, voire de le subvertir. Si les signes du bricoleur et de la pensée mythique portent en eux les traces des emplois et des événements passés, les concepts de l'ingénieur cherchent à être transparents à la réalité, à leur donner un accès immédiat à la réalité. Autrement dit, les concepts de l'ingénieur cherchent à effacer tout écart, toute opacité entre le signifiant et le signifié. Le bricoleur, lui, réorganise l'ensemble et cherche à obtenir, par des nouvelles combinaisons, le groupe complet ou la série totale des transformations, c'est-à-dire la série complète des significations possibles. La signification de chaque élément serait ainsi la somme complète de ses emplois. Une différence pourrait ici apparaître entre le bricoleur et la pensée mythique, car si le premier se sert d'éléments matériels dont l'emploi est certainement épuisable et limité, peut-on dire la même chose des mots, des signifiants avec lesquels opère le mythe ? Le bricoleur a un projet, et pour le réaliser, il choisit les réponses possibles dans un répertoire d'idées et d'objets déjà disponibles. Il s'implique par là dans une sorte de dialogue qu'exige de sa part une démarche rétrospective d'examen de l'histoire de l'idée ou de l'objet, c'est-à-dire l'examen de leurs emplois antérieurs et de ce qui y a été déposé auparavant. L'ensemble de choix qu'il fera ne diffère donc pas du trésor à sa disposition, excepté par le fait qu'il dispose différemment les éléments à l'intérieur d'un ensemble. Les possibilités de différencier les éléments sont nécessairement limitées, car chaque élément a sa détermination historique, ce qui n'interdit pas que chaque nouvel ensemble réalise une combinaison singulière certes, mais virtuellement existante comme une possibilité déjà inscrite dans le nombre de possibilités prédéterminées du répertoire disponible. On y reconnaît facilement la distinction saussurienne entre langue et parole. On y reconnaît aussi la source possible de l'inspiration de J.L. Borges, quand il joue avec l'idée d'une bibliothèque qui contiendrait la somme totale de livres possibles et par conséquent l'impossibilité d'en écrire un nouveau. La réflexion mythique élabore des combinaisons, des structures ou des sous-structures avec des résidus d'événements de langage, tandis que l'ingénieur, lui, crée des structures, des hypothèses et des théories sous forme d'événements. Les deux démarches épistémologiques néanmoins ont en commun d'opérer en essayant de distinguer entre le contingent et le nécessaire, une distinction sur laquelle repose la science tout entière. Lévi-Strauss, 1962, page 35, ce qui implique, il faut le souligner, que ni la nécessité ni la contingence ne sont absolues. C'est par ailleurs la même distinction qui opère entre événement et structure, entre diachronie et synchronie. Malgré leur façon opposée de procéder, il ne s'agit pas de deux stades ou de deux phases de l'évolution du savoir, car les deux démarches sont également valides. Lévi-Strauss, 1962, page 36.
Il s'agit plus simplement de deux voies de la science, raison pour laquelle Lévi-Strauss préfère parler de science première plutôt que primitive. La connaissance, sur un mode ou sur un autre, a affaire toujours au non-sens. La pensée mythique, prisonnière d'événements et expériences passées qu'elle ne cesse de réorganiser, est libératrice par la protestation qu'elle élève contre le non-sens de la pure diachronie, avec lequel la science s'était résignée à transiger, ne s'occupant que de la pure synchronie. Lévi-Strauss, 1962, page 36. Entre les deux modes donc pas de hiérarchie, mais deux chemins à la disposition des humains pour donner un sens à leur existence dans le monde et diminuer l'espace du non-sens. On serait tenté de voir dans cette opposition relative une relecture des procédés classiques d'induction et de déduction, retravaillés à la lumière de l'importance du raisonnement hypothétique et du projet de connaissance et d'action du bricoleur et de l'ingénieur. Pour le bricoleur, le produit de ces opérations aurait le caractère d'une hypothèse de synthèse totalisante des événements et significations passées qui fait du présent et de l'avenir une répétition du passé. Pour l'ingénieur, le produit de ces opérations serait marqué comme hypothèse d'un concept ou d'une structure qui rendrait compte de la totalité des événements passés et à venir. Dans les deux cas, le pouvoir référentiel de la connaissance produite par le bricoleur et par l'ingénieur n'a de valeur de vérité que comme hypothèse d'une équivalence à venir et qui mettrait de l'ordre dans le monde, leur souci commun. Jusqu'ici, il ne semble pas avoir de doute. Le psychanalyste est du côté du bricoleur. Mais la métapsychologie n'a-t-elle pas la visée conceptuelle de l'ingénieur ? Si c'est bien le cas, ne pourrait-on pas penser que le psychanalyste est un bricoleur dans sa pratique d'analyste face à un analysant singulier, et un ingénieur lorsqu'il cherche à élaborer des généralisations à propos du fonctionnement de la psyché ? Entre le bricoleur et l'ingénieur, entre les fonctions et relations que chacun attribue à la structure et à l'événement dans l'ordre instrumental et final, il y a la figure intermédiaire de l'artiste, selon Lévi-Strauss. Figure intermédiaire et à certains égards énigmatique. Car si l'artiste fabrique un objet matériel qui est aussi un objet de connaissance, celui-ci produit sur le spectateur l'émotion ou le plaisir esthétique. Dans le cadre immuable de la structure, ce qui est permanent, et de l'événement, ce qui n'arrête pas de changer, l'ingénieur produit des événements au moyen de structures par où il change le monde, tandis que le bricoleur fait des structures au moyen d'événements par où il opère en même temps une répétition et une différence. L'artiste, lui, produit une image matérielle de l'objet sous la forme du modèle réduit dont le procédé technique inverse le processus de connaissance scientifique qui avance des parties vers le tout, du particulier vers l'universel grâce à la généralisation. Car il n'y a de science que du général. L'artiste, au contraire, procède de la connaissance du tout vers celle des parties. L'appréhension du tout sous la forme du modèle réduit est moins une affaire de proportion que de création de l'illusion d'un pouvoir sur l'objet, un pouvoir qui neutralise les résistances de l'objet à la connaissance et produit du plaisir. La chose peut être saisie, soupesée dans la main, appréhendée d'un seul coup d'œil. Lévi-Strauss, 1962, page 38. L'autre source du plaisir esthétique vient du fait que l'objet d'art est fait à la main, ce qui implique pour le spectateur qu'il contemple l'objet comme la solution particulière d'un problème posé par la fabrication, par conséquent que d'autres possibilités existent à la portée du spectateur. Ce qui lui offre une position privilégiée par rapport à celle du créateur, comme d'une presque égalité. Dans la peinture non figurative, cela est devenu encore plus évident dans une réaction courante du spectateur. Un enfant ferait pareil. Ces deux traits du modèle réduit qui caractérisent le processus de sa production, prévalence du tout sur les parties et dévoilement d'autres possibilités de fabrication de l'homologue de la chose, compensent l'abandon des proportions sensibles de la chose et par là, ouvrent l'accès à ses dimensions intelligibles. Ces avantages compensateurs sont partagés par le spectateur, créateur et destinataire s'y rencontrent, et élargissent ainsi leur connaissance et leur pouvoir d'agir. C'est dans ce partage ou dans la promesse ou l'espoir d'un partage qui semble résider l'énigme et la fascination qui entourent la figure de l'artiste et ses productions. Mais ce n'est pas cet aspect qui retient l'attention de Lévi-Strauss, intéressé surtout par les différences au niveau des processus techniques de production d'objets, dans le cadre général de la science organisée par la distinction fondamentale entre événement et structure, accident et essence, diachronie et synchronie.
Le plaisir esthétique ne semble pas de ce point de vue être différent de celui qui, dans le domaine de la connaissance, est engendré par le pouvoir de produire, le bricoleur et de l'ingénieur ou de reproduire, l'artiste. Traduit en termes linguistiques, la démarche de l'ingénieur et le bricoleur est de l'ordre de la métonymie, tandis que celle de l'artiste est de l'ordre de la métaphore. Mais il y a de quoi rapprocher le plaisir esthétique de l'effet d'une promesse, si l'on considère une autre raison pour laquelle la position de l'artiste est intermédiaire entre celle de l'ingénieur et celle du bricoleur. Car si la relation entre structure et événement est symétriquement inverse pour les deux, l'objet d'art réunit les deux, il est une synthèse exactement équilibrée d'une ou plusieurs structures artificielles et naturelles, et d'un ou plusieurs événements naturels et sociaux. Lévi-Strauss, 1962, page 40. L'objet reproduit se présente virtuellement comme la promesse d'une union entre l'ordre de la structure et l'ordre de l'événement. La collerette de dentelle du tableau de Clouet donné en exemple par l'ethnologue est absolument, et en même temps un objet dans l'espace et dans le temps. Que cet objet fasse entrevoir ainsi une synthèse révèle sa dimension de promesse, donc d'une réunion à venir. Mais ne montre-t-il pas aussi qu'en tant qu'objet d'art, il échappe ou va au-delà du cadre immuable de la connaissance ? Ne demande-t-il au moins que l'on pense la connaissance dans un autre cadre que celui de la structure et de l'événement ? Lévi-Strauss a sorti son analyse de la position intermédiaire de l'artiste entre l'ingénieur et le bricoleur de deux remarques. La première concerne le mythe qui peut être reçu comme un système de relations abstraites, mais également comme objet esthétique. Cela s'explique par le fait que dans les deux cas, le processus de création est symétrique et inverse. L'objet esthétique part d'un ensemble d'objets ou événements pour découvrir leur structure. Objet plus événement plus grand que structure. Le mythe part d'une structure pour construire un ensemble d'événements ou récits, structure plus grand que objet plus événement. Le mythe peut donc être reçu comme structure ou récit d'événements liés par une structure sous-jacente. La deuxième remarque concerne le mode comme l'artiste intègre l'événement et la structure, car les objets de l'art primitif justement ne semblent laisser aucune place à l'événement. Les masques africains, les outils primitifs où la fonction et le symbole fusionnent. Il faudra, selon Lévi-Strauss, élargir la notion d'événement pour rendre compte de cette fusion, et le considérer comme un mode de la contingence qui est aussi intégré à la structure. Cette contingence se situe à trois niveaux. L'occasion de la création de l'objet, son exécution matérielle et sa destination. Cela permet de conserver le processus de création de l'objet d'art dans le cadre d'une dialectique entre la structure et les accidents, ou la contingence. Je laisse à la curiosité du lecteur l'examen des conséquences que tire Lévi-Strauss de cette notion de l'événement, comme mode et manifestation de la contingence. Il est curieux que l'ethnologue ne s'interroge davantage sur le pouvoir de référentialité de l'objet d'art. Si l'on s'arrête sur son pouvoir de synthèse entre le nécessaire et le contingent, une voie d'approche possible serait que l'artiste cherche moins que le bricoleur ou l'ingénieur à réduire l'espace de non-sens dans le monde. Pour lui, il serait question plutôt d'inventer un tout autre espace de possibilités et d'impossibilités de sens et de non-sens. Plutôt que découvrir, il invente. Il renverrait au réel comme source d'autres possibilités, et échapperait ainsi à la dimension binaire contraignante de la connaissance qui consiste à réduire le non-sens au sens, le contingent au nécessaire, l'événement à la structure. L'artiste jouerait et jouirait dans sa création, et en la partageant il offre le plaisir de jouer et de jouir du sens et du non-sens. L'objet esthétique se donnerait ainsi moins comme découverte que comme invention de l'hétérologue de la chose. Au lieu de proposer une sorte de synthèse entre le bricoleur et l'ingénieur, une position qui pourrait même constituer une sorte d'idéal de l'un et de l'autre, en annonçant une sorte d'Aufabung, la position de l'artiste se donne comme en marge du cadre de la connaissance. La métaphore du kaléidoscope dont se sert Lévi-Strauss pour saisir les rapports entre structure et événement, 1962, page 51, donne à entendre autre chose à propos de la création esthétique. Le bricoleur, l'ingénieur et l'artiste sont, selon Lévi-Strauss, trois figures de l'activité culturelle humaine comprises dans son rapport à la nature, une activité qui est de l'ordre de la connaissance, de l'action et de la représentation balisée par le cadre universel et immuable des notions de structure et d'événement. Ou de l'universel et du particulier, distinct ou non du singulier ? À l'intérieur de ce cadre,
Chacune des trois figures ou possibilités d'articulation entre structure et événement se caractérise par ses différences et similitudes comme autant de stratégies techniques différentes quant aux procédés et aux résultats. Considérées ensemble, on est tenté d'affirmer que les trois figures constituent la somme totale des possibilités des pouvoirs intellectuels, pratiques, représentationnels et affectifs des humains. C'est-à-dire, l'ensemble des possibilités du travail culturel, sans oublier que l'artiste est le seul à même de mobiliser la subjectivité d'un spectateur et sa capacité à expérimenter une sorte de plaisir sinon indépendant, au moins renvoyant au-delà de l'intelligibilité et participant de la formation d'une sensibilité. Autant dire que l'artiste élabore l'idéal d'un humain réconcilié avec lui-même et avec le monde autour, un humain nouveau à venir, chez qui les affects, les pensées, les langages et les actions s'harmoniseraient. Or, le modèle réduit est une construction qui ne semble pas résulter exclusivement d'un calcul des proportions, mais aussi parce qu'elle crée une illusion et trompe, elle implique profondément le pouvoir de l'imagination de fictionner. L'art est le domaine où prévaut davantage que dans le mythe et dans la science, la fiction au sens large et englobant du pouvoir d'invention, d'illusion et de tromperie. Qu'en est-il alors de l'idéal humain de réconciliation ? En insistant sur l'image du modèle réduit, Lévi-Strauss ne valorise-t-il pas exclusivement le procédé de l'artiste ? La fiction ne semble pas être une notion importante pour Lévi-Strauss. Mais les concepts de structure, d'événement ou celui d'efficacité symbolique ne l'impliquent-ils pas ? Toujours est-il que les trois modalités de la production de la culture sont également valides, ce qui ne veut pas dire que dans la diachronie historique, leurs différences ne se transforment pas en hiérarchie, que ne leur soit pas imposée une valeur relative qui fait que la prévalence de l'une vienne à restreindre, voire à refouler le fonctionnement des autres, à les rejeter dans une sorte d'inconscient culturel. Ce qui implique aussi qu'aucune ne saurait ne pas se manifester d'une façon ou d'une autre. Le structuralisme lévi-straussien vient ainsi inaugurer un domaine de connaissance du travail culturel, en fait le domaine des sciences dites humaines, où aucune des trois figures ne jouit d'un privilège et où les différences de procédés et de produits n'excluent pas une approche foncièrement analogue. C'est la raison pour laquelle l'ethnologue s'intéresse à la production mythopoïétique et au fonctionnement de la science du concret, qui, malgré sa marginalité dans la contemporanéité, demeure toujours le substrat de notre civilisation. Lévi-Strauss, 1962, page 30. L'invention et la pratique de la cure psychanalytique peuvent illustrer ce propos. Lévi-Strauss fait entrer en ethnologie un concept de structure qui s'inspire de la phonologie. Un nombre restreint de combinaisons de phonèmes rend compte de beaucoup, voire de toutes les langues. Ainsi le mythe et les opérations qu'il permet. Le chaman fournit le mythe et la malade accomplit les opérations décrites, mettant ainsi en évidence l'efficacité symbolique du mythe. Un petit nombre de règles rend compte d'une multiplicité de mythes. Quant à l'efficacité symbolique qu'exerce la cure chamanique, Lévi-Strauss n'hésite pas à y voir un ancêtre de la cure psychanalytique, sauf que dans celle-ci le mythe collectif est remplacé par le mythe individuel inconscient. L'inconscient est ainsi conçu comme instance vide ou étrangère aux images, comme l'estomac est étranger aux aliments, avec des lois structurales qui s'imposent aux éléments épars et inarticulés du subconscient, ce lexique individuel où chacun de nous accumule le vocabulaire de son histoire personnelle. Lévi-Strauss, 1958, page 224 s, dont le sens et le discours n'apparaît que comme effet organisé par les lois inconscientes. Comme pour la saisie de l'efficacité symbolique de la cure chamanique, la compréhension du mode opératoire de la cure psychanalytique affirme que la forme prime sur le contenu, le sein sur le ce, la structure sur le vocabulaire ou l'événement. Ce qui confirme l'analogie entre le psychanalyste et le bricoleur, ainsi que la persistance culturelle d'une science du concret. De la structure on dira donc qu'elle n'est pas empirique, mais qu'elle est plutôt une conjecture, une construction à partir de faits empiriques, mais qui les déborde. On dira également qu'elle est un système, un ensemble de règles de production interdépendantes dans lequel la modification d'un élément a un impact et modifie tous les autres. Ce qui veut dire que le modèle construit artificiellement à partir de l'empirie englobe un groupe de transformations possibles, chacune d'elles correspondant à un modèle ou structure de la même famille. Il s'ensuit aussi que l'ensemble total de transformations possibles constitue le groupe de modèles. La conséquence de ce mode de produire de la connaissance est la possibilité de prévoir la réaction d'un modèle,
lorsqu'il y a modification d'un élément, à condition que le modèle puisse rendre compte de la totalité des faits empiriques, ce qui est en soi problématique, voire impossible à démontrer. Le modèle reste toujours à l'épreuve des faits et cherche à répondre, si nécessaire, de leur nouveauté. C'est cela qui pose la psychanalyse dans la visée du bricoleur et de l'ingénieur en même temps, mais sur des plans différents, celui de la clinique pour le bricoleur, celui de l'ingénieur pour la théorie. Mais sur les deux plans, la loi de la structure affirme le primat de la forme sur le contenu. La construction du modèle n'obéit pas aux exigences de la déduction, car son point de départ est l'événement particulier ou singulier, mais non plus à celle de la généralisation inductive, car le modèle doit rendre compte de la totalité d'événements possibles. Serait-elle alors abductive? Et dans ce cas, le psychanalyste n'a-t-il pas une position propre entre le bricolage qu'il pratique dans la clinique et l'invention de concepts qu'il pratique dans la généralisation théorique? Si le procédé permet de construire des familles de structures, y aurait-il une structure comportant la possibilité de toutes les structures, au moins idéalement constructibles, comme certains le prétendent pour la structure oedipienne? Pour ce qui est encore de la psychanalyse, le procédé ou l'idéal de l'artiste a-t-il une place dans ses procédés ou dans ses résultats? Le cas clinique si important dans l'invention et dans l'évolution de la psychanalyse, est-il analogue au modèle réduit? Qu'en est-il de la fiction en psychanalyse? Ce n'est pas encore le moment de développer davantage des questions. Pour l'instant, examinons ce qu'il en est du structuralisme chez Lacan lors de ses premiers pas de retour à Freud. À titre de fil conducteur, il sera question du transfert comme élément fondamental de la cure analytique, tel que Lacan en enseigne la technique lors de son premier séminaire. Il n'est pas surprenant que le transfert ait une place privilégiée au sein des écrits techniques, dans la mesure où depuis Freud, de son bon usage dépend sinon la réussite, au moins le développement de la cure analytique. Freud le reconnaît déjà pour le cas d'Aura, et beaucoup plus tard pour le cas de la jeune homosexuelle. La question du transfert, Lacan la retrouve dans l'étude du mode d'action de l'analyse en tant qu'une des formes de résistance associées au refoulement. C'est l'objet des élaborations du séminaire sur les écrits techniques de Freud, 1953-1954, dans lequel Lacan ne cherche pas à examiner un ensemble de règles techniques, mais en S', appuyant sur un certain nombre de textes freudiens rédigés entre 1904 et 1909 considérés comme une étape intermédiaire entre les premières élaborations de la théorie, première topique, et sa reprise structurale en 1920, deuxième topique, à répondre à la question suivante: qu'est-ce que nous faisons quand nous faisons de l'analyse? Lacan 1975 page 22. Ce qui revient à se demander quels sont les éléments en jeu et quelles règles les organisent, voire en déterminent la fonction, dans la situation analytique. Or, la situation analytique implique un analysant et un analyste, et s'inscrit dans la structure plus générale de l'intersubjectivité qui s'effectue dans l'ordre de la parole. C'est ce qu'il y a de plus immédiat dans la situation analytique. Il s'agit bien d'une expérience de parole qui, en tant que telle, implique les deux interlocuteurs et le langage qui les met en relation. La technique psychanalytique se confond ainsi avec l'art du dialogue, et le but de l'analyste est de rendre le sujet capable de soutenir le dialogue analytique. Lacan 1975 page 12. Une exigence qui par ailleurs, en tant qu'inscrite dans l'ordre de la parole, s'impose aux deux interlocuteurs. L'un qui y accède, l'autre qui le soutient et parce qu'il le soutient permet à l'autre d'y accéder. Il semble clair que si la situation analytique est celle d'un dialogue, cela n'implique pas égalité ou identité de position, même si l'on peut considérer à certains égards le dialogue analytique comme un but thérapeutique à atteindre. Mais là encore, si le but est atteint, c'est que la cure s'est effectuée et c'est l'analyste qui l'a conduite. Est-ce à dire que lorsque le dialogue entre égaux devient possible, il trouve son terme? Ou que le dialogue gagne alors une autre forme? Quelle pourrait bien être cette autre situation analytique? Or, la résistance est tout ce qui vient empêcher le développement de l'analyse, c'est-à-dire de la dialectique de l'intersubjectivité effectuée par et dans l'exercice de la parole. Les résistances empêchent ainsi la manifestation de l'être dans la parole pleine, et le transfert s'inscrit de cette façon dans le champ des résistances. Car l'analysant semble parler en vain de quelqu'un qui lui ressemblerait-il à s'y méprendre, jamais ne se joindra à l'assomption de son désir,
Lacan 1966 page 254. En d'autres termes, la parole vaine ou vide reconstruit pour l'analyste l'image, le moi idéal de l'analysant comme un autre, décidé par un autre. Le transfert ne peut être saisi et fonctionner pleinement que comme détermination dialectique de la structure intersubjective où le langage humain articule trois dimensions: le symbolique, l'imaginaire et le réel. Sur le plan imaginaire, le transfert se réalise comme amour. Amour de transfert, disait Freud. Un amour où le propre moi de l'amoureux se réalise comme captation narcissique, une relation duelle et spéculaire de l'attachement mortel mise en place comme moi idéal. L'analysant pose son analyste, et celui-ci risque de l'accepter voire de le promouvoir, comme son moi à réaliser. Mais l'analyse poursuit un autre but que celui d'offrir à l'analysant un modèle à imiter. Elle le renvoie à l'idéal du moi symbolique. Le transfert apparaît ainsi comme la perturbation de la fonction de l'idéal du moi, grâce à la prévalence du moi idéal. Il revient à l'analyste de désamorcer ce piège. C'est la raison pour laquelle la situation analytique comme expérience de parole ne peut être conçue que comme un rapport dialogique entre trois termes, au contraire de ce que propose par exemple Balin dans sa Two-Body Psychology. Selon Lacan, ce point aveugle empêtre la théorie de Balin dans une relation duelle analyste-analysant pour rendre compte du dialogue analytique et en exclut la structure de la dialectique intersubjective. Cela n'empêche pas Balin, selon Lacan, d'être un fin clinicien, mais sa théorie ne saisit pas ce qui est en jeu dans sa propre clinique. Une curieuse observation, car elle implique que pratique et théorie peuvent ne pas converger. Dans la perspective de Balin, le transfert est une affaire d'émotion interne au patient, émotion qui s'incarne, se projette ou se symbolise en se déplaçant sur un objet ou un sujet. Balin reste par là insensible à l'expérience de parole, et il ne se rend pas compte que le monsieur qui lui débite de tas de mensonges pour tester la sincérité de l'analyste est en train de lui proposer une expérience où se révèle l'essence ambiguë de l'acte de parole. Ambiguïté qui implique que si parole fonde la dimension de vérité, elle peut également être mensongère. Inversement, si la parole ment, c'est aussi parce qu'elle peut manifester la vérité. La relation de transfert révèle ainsi que la parole s'articule en plusieurs plans, et que si elle se situe dans la relation symbolique, elle comporte aussi des articulations imaginaires. L'analyse comme expérience intersubjective de la parole vise à ce que le moi abandonne ses prétentions et illusions, sa constitution tient de l'imaginaire, pour laisser que l'être se manifeste tel qu'il est, comme par l'être. La structure du transfert n'est donc pas celle d'une simple projection ou déplacement dans la réalité, en l'occurrence sur la figure de l'analyste, de quelque chose qui n'y est pas. Il s'agit plutôt d'une opération liée à la dimension temporelle de la parole qui exige de l'analyste qu'il l'analyse par étapes, pour en chercher les sens multiples entre les lignes, jusqu'au dernier sens de la parole du sujet devant l'analyste, son rapport existentiel devant l'objet de son désir. Lacan 1975 page 371. C'est dire que le dernier sens de la parole du sujet manifeste le sujet comme manque. L'analyse du transfert est l'analyse ou la reconstruction d'une histoire passée de désir dont les traces restent présentes et se manifestent comme passées dans le présent. C'est parce que l'analyste écoute ce que dit la parole de l'analysant, ou ce qui se dit dans sa parole, sans qu'il le sache, qu'il permet à l'analysant d'écouter ce qu'il dit. Analyser le transfert implique ainsi pour l'analyste de savoir si l'acte de parole fait d'elle une parole vide, ou une parole pleine. C'est parce que l'analyste reconnaît ce qui se manifeste du désir du sujet inconscient dans la parole vide, qu'il permet à l'analysant d'accéder à l'expérience du manque à être qui cache le discours vide. Par là, l'analysant accède au signifiant comme symbole. Le transfert s'avère donc être ce qui empêche et en même temps ce qui révèle le désir inconscient. Comme la parole qui ment révèle sa dimension intrinsèque de vérité, le transfert révèle le désir authentique du sujet. Et Lacan n'hésite pas à rapprocher son analyse du fonctionnement du transfert régi par les lois de l'intersubjectivité dans l'exercice de la parole, de la première définition du Bertragung donnée par Freud, à savoir, dans le rêve, le matériel des restes diurnes, dépourvu d'importance, est réinvesti et organisé pour permettre à un autre sens, celui d'un désir interdit, refoulé, de s'exprimer. Le désir inconscient s'exprime dans le rêve grâce au tagéreste désinvesti de désir. C'est donc un phénomène de langage comme tel. Lacan 1975 page 374.
Car le rêve attribue des significations à des signifiants et par là, il s'adresse à l'analyste qui l'écoute comme un discours de l'inconscient, ce discours qui se cache pour se montrer et ne se montre qu'en se cachant. La structure du transfert se manifeste ainsi comme étant la même que celle qui régit le rapport entre le signifiant et les signifiés, un rapport compris non pas comme rapport à la chose, mais à l'ensemble de ses emplois significatifs possibles. Le transfert est essentiel dans la situation analytique, car si l'analyste reste sensible à la troisième dimension, à la parole comme dimension symbolique, le transfert apparaît comme une relation en miroir dans laquelle les lapsus, les oublis, les actes manqués, etc., vont révéler une vérité de derrière. Lacan 1975 page 404, comme discours autre, comme discours de l'autre, ce qui dans la découverte freudienne n'a pu apparaître que dans la partie souffrante des êtres, des apostrophes. Une psychopathologie. Lacan 1975 page 407. La structure fondatrice de l'intersubjectivité détermine que le sujet reçoit sa vérité, ou la reconnaît dans l'autre et c'est dans cet autre qui se joue la fonction de l'analyste. Si l'on revient au schéma en spirale du concept d'analyse proposé par Lacan dans la dernière séance du séminaire, 1975, page 431, on peut visualiser le fonctionnement de la scène analytique comme intersubjectivité où le discours de l'analysant, libéré des entraves par la libre association, fait des trous dans le discours imaginaire. À chaque fois que cela arrive, un accident préservé dans l'inconscient, des fixations imaginaires et traumatiques non assimilées à la symbolisation, accèdent à la verbalisation par la médiation de l'écoute de l'analyste. En se faisant entendre de l'analyste, l'analysant assume en retour son histoire, entend aussi ce qu'il a dit sans le savoir. C'est ainsi que les contradictions du transfert, en même temps résistance et moteur de l'analyse, se laissent saisir plutôt comme dialectique de l'imaginaire et du symbolique. L'écoute de l'analyste déclenche le processus dialectique. On comprend alors en quoi il y a décentrement du sujet dans intersubjectivité. Étant sujet de l'inconscient, il ne peut se manifester que comme signifiant pour un autre signifiant. On y voit aussi que la structure sous-jacente au phénomène et à l'ambivalence du transfert laisse entrevoir une invariable de la condition humaine, la structure dialogique ou dialectique de l'intersubjectivité, c'est-à-dire une relation entre deux subjectivités qui ne s'effectue que dans et par la médiation du langage, trésor de signifiants où l'une et l'autre puisent des significations que chacun ne peut reconnaître que comme signifiant de soi-même et de l'autre. Formulé en ces termes, le travail de la signification a des règles, celles du signifiant, mais il est infini, la mort comme limite ou comme terme de la signification. Le structuralisme ethnologique de Lévi-Strauss est celui de la psychanalyse lacanienne, au moins dans ses premières formulations, ont en commun la recherche d'un petit nombre de règles formelles qui puissent rendre compte d'un ensemble de faits empiriques ou des faits cliniques dont on cherche à comprendre comment ils sont possibles, comment ils se rapportent les uns aux autres et comment ils se transforment. Ces faits apparaissent alors comme des effets et des réalisations de possibilités, inscrites dans les règles qui régissent la combinaison et le fonctionnement de l'ensemble d'éléments. Mais comme les règles ne sont qu'une stratégie épistémologique d'appréhension formelle de l'ensemble d'éléments, il semble assez clair ici que le pouvoir de la fiction se manifeste avec force, car la connaissance des règles formelles de la structure suggère à l'analyste d'intervenir sur un plan où peu importe que l'expérience ou les souvenirs de l'analysant correspondent ou non aux interprétations. Le plus important est que l'interprétation laisse voir une bonne cohérence, c'est-à-dire les lieux où d'autres cohérences ont été possibles et peuvent être racontées autrement. L'analyse est moins explicative, elle ne dépasse pas le niveau du comment qu'implicative ou complicative. Les lieux traumatiques ou refoulés sont les lieux où un signifiant est resté collé à une signification, et la symbolisation est bloquée. La situation analytique implique un rapport vivant, l'un en présence de l'autre, mais sans se regarder, entre deux sujets, entre deux subjectivités, tandis que la distance entre l'observateur ethnologue et les sociétés premières font de leur rencontre un rapport entre deux cultures étrangères. Si le psychanalyste court peut-être plus facilement le risque de s'engluer dans un rapport duel et spéculaire, sa formation à l'écoute et surtout sa propre analyse et expérience d'écoute d'un autre discours l'en protège et doit assurer la bonne démarche de l'analyse. Par ailleurs, si le psychanalyste en situation analytique peut élargir sa capacité d'écoute, y compris à l'égard de lui-même, par exemple en élaborant ses contre-transferts,
l'ethnologue peut mieux comprendre sa propre culture en la considérant du point de vue d'un autre système de règles. Cela lui permet au moins de relativiser la sienne et neutraliser la tentation ethnocentrique, ce qui est aussi une bonne manière de se comprendre. Car au fond aucun système de règles n'est absolument fondé, et chacun semble l'effet d'un jeu de circonstances de hasard et de capacités inventives, c'est-à-dire une affaire de fiction. Cependant, on n'oubliera pas que le psychanalyste est impliqué dans une visée thérapeutique, ce qui n'est pas du tout la position de l'ethnologue structuraliste. Cela ne peut aller sans certains effets, car si l'ethnologue refuse toute hiérarchisation entre les cultures et soutient le relativisme culturel, le psychanalyste impliqué qu'il est dans la vérité peut distinguer, par exemple, entre paroles pleines et paroles vides, entre manifestations authentiques et manifestations inauthentiques de la condition humaine dans les discours de l'analysant. Et même s'il n'en devient pas un moraliste, l'idéal thérapeutique exige nécessairement une évaluation qui ne saurait être que formelle, sans aucun contenu. D'où que le verbe désirer est pour le psychanalyste un verbe intransitif. Il n'en voit qu'au manque. Et cette évaluation se fonde sur un certain rapport à la souffrance humaine et aux moyens sinon de la guérir, tout au moins de la rendre vivable. Autrement dit, sur une bonne syntaxe. Autrement dit, si le psychanalyste ne se contente pas d'une scission qui laisserait les contenus à la clinique et les règles formelles à la théorie, il ne peut pas contourner les difficiles questions de l'articulation entre signifiant et signifié. Ce qui veut dire alors que le psychanalyste ne peut pas hésiter à prendre en compte l'horizon philosophique, et même social, politique, culturel et éthique, du procédé structuraliste, tandis que l'ethnologue, en homme de science, ne nie pas que ces interrogations existent, mais s'impose la prudence et la modestie d'une démarche empirique qui consiste à affronter les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Malgré cela, les deux ne sont-ils pas tenus de répondre des présupposés et des implications de leur position ? S'ils refusent la notion classique de structure centrée et fondée, qui organise les transformations et la distribution des éléments sur un principe immuable, un centre antérieur et extérieur à la structure, ne sont-ils pas tenus également de rendre compte de leur dette au trésor conceptuel reçu en héritage ? Le devoir d'inventaire, en fin de compte, ne s'impose-t-il autant aux bricoleurs qu'aux ingénieurs et même à l'artiste, indépendamment de l'usage qu'ils en feront ? Vers un post-structuralisme ? On a souvent affirmé la diversité des structuralismes, la difficulté à trouver une définition de structure commune à la multiplicité de disciplines dans lesquelles la notion s'applique ou est revendiquée autant en fonction des résultats que pour la méthode utilisée pour les obtenir. S'il y a accord pour situer les origines des structuralismes dans le champ des études linguistiques du début du XXe siècle, et d'y avancer les noms des formalistes russes ainsi que celui de Saussure qui parle plutôt de système, les deux termes de structure et de système sont souvent synonymes. Le domaine des sciences humaines devient structuraliste, particulièrement en France, en prenant largement comme modèle l'ethnologie élaborée par Lévi-Strauss, lequel n'a aucune difficulté à se réclamer de Saussure et de Jacobson, entre autres. C'est ce qui amène Foyle à refuser comme trop large la définition de structure proposée par Lévi-Strauss déjà citée et à proposer une autre qui curieusement, semble plus large encore. Sous le nom de structuralisme se regroupent les sciences du signe, des systèmes de signes. Wall 1968 page 10. Ce qui implique la réduction du structuralisme à la sémiologie. Lévi-Strauss définissait surtout une méthode applicable partout où l'on veut opérer une généralisation et trouver un système, tandis que Wall privilégie l'objet des structuralismes, c'est-à-dire l'ensemble de faits qui peuvent passer par les faits de langue, qu'ils soient pris dans l'institution d'un système du type signifiant-signifié et se prêtent au réseau d'une communication, et qu'ils reçoivent de là leur structure. Wall 1968 page 11. Il s'ensuit que les structuralismes ne traitent pas de l'objet, mais de ses représentations et que leur fil conducteur est le rapport entre le signifiant et le signifié, celui-là ayant des exigences et une logique propre et des effets déterminants sur celui-ci. L'horizon philosophique est bien là. Le primat du saint et de ses lois ne vient-il bousculer des évidences, à commencer par celle d'un support, d'un centre, d'un sujet organisateur de tout discours ? Les écrits de Lacan, publiés en 1966, contiennent les textes fondamentaux de son retour à Freud, et c'est bien un Lacan structuraliste qui est invité, ainsi que d'autres structuralistes français,
a participé au célèbre colloque de la Johns Hopkins University à Baltimore cette même année. Dans le cadre du colloque, l'intervention de Derrida a par la suite souvent été considérée comme point de départ d'une critique du structuralisme français et l'annonce d'un post-structuralisme. Dans ce texte, publié en 1967, Derrida propose en ouverture un schéma formel concernant l'événement structuraliste comme rupture dans l'histoire du concept de structure, et s'interroge ensuite sur ce qu'il en est dans les sciences humaines, ce qui donne lieu à une analyse critique, à titre d'exemple, du projet de savoir ethnologique de Lévi-Strauss exposé particulièrement dans La pensée sauvage, 1962. Avec la publication de La voix et le phénomène, l'écriture et la différence et de la grammatologie, tous les trois en 1967, se lance l'entreprise de la déconstruction derridienne. La critique de Lévi-Strauss opérée par Derrida, en réalité il s'agit moins d'une critique au sens d'opposer au structuralisme un autre projet épistémologique, plus solidement fondé, mais plutôt de ce que Derrida appelle déconstruction, consiste pour le dire en quelques mots, à mettre en avant ce qu'un texte valorise pour dénoncer ou dévoiler ce que cela dissimule ou refoule. L'analogie avec l'acte psychanalytique semble facile à faire, mais cela demande un examen approfondi. Pour l'instant, on se demande si les contradictions, les impasses, les difficultés et les tensions que l'analyse de Derrida essaie d'éclairer dans le projet de Lévi-Strauss sont également repérables dans le structuralisme lacanien. Et quelles en seraient les implications pour la clinique et la théorie psychanalytique? L'enjeu plus général est ici celui d'une réflexion critique, elle aussi, sur la nature, la portée et les effets du retour à Freud de Lacan, ainsi que sur la façon dont les héritiers s'en sont appropriés. La psychanalyse dans sa version lacanienne a-t-elle désamorcé ou renforcé une tentation normative à laquelle certains de ses disciples n'ont pas pu ou su résister? En psychanalyse, une structure indique-t-elle une norme? Par exemple, la structure oedipienne indique-t-elle la normalité ou le devoir-être du développement affectif de l'enfant par rapport auquel toute déviation serait pathologique? Ou est-elle une construction qui permet le repérage des impasses, des refoulements et des réponses dans une histoire affective singulière, là où il y a... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.